En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. Avec lui, nous évoquerons la folle journée d'hier, lorsque pendant 24 heures, le pouvoir de Vladimir Poutine a semblé vaciller. En Russie, le groupe de mercenaires Wagner, emmené par son chef Evgeny Prigojine, a entamé une marche sur Moscou avant de faire demi-tour sur ses ordres. Que retenir de cet épisode rocambolesque digne d'un roman russe? Bien que ratée, cette tentative de coup d'État témoigne-t-elle de l'affaiblissement de Vladimir Poutine? Aura-t-elle des conséquences sur la guerre en Ukraine? Au-delà de cet épisode, où en sommes-nous dans ce conflit? Après 1 an et demi de guerre, qui sont les gagnants et les perdants? S'agit-il d'une guerre entre les Russes et les Ukrainiens ou d'une guerre entre l'Occident et le Sud global? Tout de suite, les réponses d'Emmanuel Todd en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. On a un jour très particulier. On a un jour très particulier. L'invitation avait été lancée bien avant, mais l'actualité assez surprise et parfois fait bien les choses. L'actualité donc totalement rocambolesque, hein, c'est ce que je disais, des mercenaires qui marchent sur Moscou, un chef des rebelles, Evgeny Prigojine, qui est un ancien gangster, un Vladimir Poutine qui s'identifie au tsar et qui crie à la trahison. La journée que nous avons vécue hier avait tout d'un roman russe, mais après 24 heures, la tension est retombée quasi instantanément quand Prigojine a annoncé avoir trouvé un accord par l'intermédiaire du président biélorusse Loukachenko. Donc que faut-il finalement retenir de cet épisode, Emmanuel Todd? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est quand même le signe peut-être d'un affaiblissement de Vladimir Poutine? Je ne dirais pas ça. Alors, c'est très sérieux. Ça n'a certainement pas fait du bien à Poutine et à la Russie d'ailleurs en ce qui concerne son image internationale. Ça a donné le sentiment d'un régime fragile et donc ça va donner le sentiment aux Occidentaux qui peuvent redoubler d'efforts pour l'abattre, il n'y a pas de problème. Ça va semer le doute probablement aussi dans le camp qui lui est favorable, qui de plus en plus est effectivement le Sud global. Des pays comme la Chine s'engageaient de plus en plus avec la Russie. Et puis on voyait l'Arabie Saoudite copiner avec l'Iran, en étant copine avec la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Donc tous ces pays-là risquent de se dire, mais quand même, ce régime n'est pas le régime solide que nous prenions pour axiomatique. Et à l'international, ça va sans doute faire beaucoup de mal et peut-être contribuer à une relance de la guerre. Si on voit les choses, je dirais, pas en interne, mais dans le contexte de l'ajustement de la Russie à la guerre d'Ukraine, c'est plus compliqué et peut-être moins catastrophique en fait. Ce qui est paradoxal, c'est que cette tentative ratée de coup d'État intervient au moment où ça se passe plutôt mieux que prévu pour l'armée russe, puisque la contre-offensive ukrainienne piétine. Oui, vous avez tout à fait raison, mais ça n'est pas malgré que, mais parce que. C'est-à-dire que Poutine a été amené à utiliser de plus en plus centralement Wagner et donc Prigojine, parce que l'armée russe, au fond, n'était pas prête à affronter ce qu'elle devait affronter en Ukraine. Donc il y a eu une centralité de Wagner qui, particulièrement dans la prise de Bakhmout... On le rappelle, une armée de mercenaires en réalité, avec des gens que Prigojine avait même pris en prison, notamment. Il a fait une tournée. Voilà, c'est ça. Et ça a permis, je dirais, d'alléger, ou plutôt, ça a donné du temps à la Russie pour monter en puissance sur le plan militaire plus conventionnel. Et donc il y a eu... alors, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont une vision assez bizarre de Poutine et de la direction russe, parce qu'ils rétroprojettent des images du comportement militaire d'époque stalinienne, en disant que c'était une boucherie, etc. Mais
il faut bien voir que la préoccupation fondamentale de Poutine dans toute cette guerre, ça n'est pas de priver la Russie de l'acquis positif, social et économique de ses plus de 20 ans de pouvoir. Donc en fait, c'est une guerre qu'il essaye de faire depuis le début à l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de difficultés à mobiliser plus de troupes qu'il en fallait. Et Wagner, est-ce que c'est aussi justement pour épargner sa population civile et maintenir une certaine stabilité dans le pays ? C'est pour éviter à la Russie le choc d'une entrée trop violente dans la guerre, en fait. Mais il a mobilisé l'armée russe, après ses déboires du début et de la vie générale, devenue plus opérationnelle. En fait, quand on regarde là ce qui se passe, c'est la contre-offensive ukrainienne qui, au stade actuel, est un échec. Et les Ukrainiens eux-mêmes disent que l'armée russe est devenue redoutable dans le maniement des drones, des opérations combinées, de l'aviation, etc. Et on était arrivé à un stade où Wagner n'était plus nécessaire. Et effectivement, d'ailleurs, la procédure était en cours, à la suite d'ailleurs des innombrables provocations ou critiques de Prigojine depuis février dernier. La mécanique était en cours pour intégrer Wagner dans l'armée russe et se débarrasser de Wagner. Donc en fait, c'est pas le coup d'État ne me paraît pas la bonne chose, mais c'est le baroud d'honneur de Prigojine. C'est plus ça, c'est-à-dire c'est une sorte de révolte contre le fait que Wagner n'est plus nécessaire. Donc ça produit des effets négatifs, bien entendu, mais parler de coup d'État, parler de quelque chose qui a énormément d'importance pour les équilibres internes de la Russie actuelle, ça me paraît très exagéré. On a quand même vu, oui, certes, mais on a vu un Vladimir Poutine qui a semblé trembler son allocution, où il se compare au tsar en 1917. On sait comment ça s'est terminé. On a eu le sentiment, malgré tout, que ce pouvoir était chancelant. Et face à quelqu'un qui est effectivement un ancien repris de justice, un mercenaire, ça donde pas l'image d'une très grande solidité, même si vous avez répété, pour vous, la Russie est plus solide qu'on ne la présente. J'ai regardé l'allocution de Poutine et il est absolument clair que la direction de la Russie a eu très peur. Mais je crois qu'il faut essayer, je sais que dans le cadre d'un pays comme la France, c'est dur de dire des choses, essayer d'être un peu empathique avec la direction russe. Mais il faut se mettre à la place de ces gens qui ont pris la décision d'entrer en guerre, ce qui ne se faisait pas en Europe depuis un certain temps, donc qui ont été dans une prise de risque calculée à un moment qu'ils considéraient comme optimal, mais dont on ne peut pas imaginer une minute que ça ne s'accompagne pas d'une inquiétude, d'une méconnaissance. Moi, je sais, toute la journée d'hier, j'étais confronté à des gens qui me disaient au téléphone le pouvoir chancelle, ça va très mal se passer. Et donc, moi, je leur disais, mais calmez-vous, on verra. Demain, ça sera très différent. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais moi, j'étais dans mon appartement du 14e arrondissement dans Paris. C'était facile de voir les choses de l'extérieur. Mais quand on est au cœur d'une machine comme la Russie, qui est de plus en plus une Russie en guerre, je dirais qu'avoir peur, être anxieux est un sentiment naturel. Ou alors, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. Oui, ça nous a... Ce qui était assez surprenant dans les commentaires, vous y avez fait référence, c'est qu'on a presque présenté Prigojine comme un libérateur. Est-ce que ça ne donne pas plutôt l'image de ce que pourrait être la Russie en cas de chancellement du régime, c'est-à-dire une guerre civile, voire une guerre des gangs? Non, mais les gens, c'est clair, un deuxième pan de l'analyse des événements, ça serait toutes les réactions occidentales. Sur des réactions occidentales dans une période qui, en fait, à l'échelle stratégique globale, c'est le paradoxe dont vous avez évoqué, une période, je dirais, d'échec occidental. Mais la réalité de ce qui s'est passé et de ce qui était prévisible, c'est que sous Poutine, c'est ce qu'on ne dit jamais, je dirais, au public français, anglais, un petit peu américain, c'est que la Russie a retrouvé sous Poutine une très grande stabilité sociale, une très grande sécurité de vie.
tous les indicateurs démographiques de mortalité sont à la baisse. Notamment la mortalité infantile. Je sais que c'est votre indicateur fétiche. Je suis désolé, je vous coupe, mais on continue la discussion après une courte pause. Sur Sud Radio, on continue à parler de cet épisode rocambolesque, mais aussi plus largement du déroulé de la guerre depuis 1 an et demi et de ses conséquences. Merci Emmanuel Todd. À tout de suite en toute vérité. Tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec l'anthropologue et historien Emmanuel Todd. Nous parlons de la guerre en Ukraine, nous parlons de cet épisode assez rocambolesque qui a vu Prigojine défier Poutine pendant 24 heures avant de faire marche arrière. Et Emmanuel Todd, avant qu'on soit interrompu par la pause, vous expliquiez que certes cet épisode avait été un épisode difficile, qui avait un peu fait vaciller le pouvoir, mais qui paradoxalement tendait à prouver une certaine stabilité de la Russie et du régime de Vladimir Poutine. Ah oui, l'épisode est en lui-même incroyable, et je pense qu'il a été pris comme tel par la direction russe, mais ça a été aussi l'occasion pour Poutine de vérifier la stabilité de son système et de son administration. C'est-à-dire qu'il a passé son temps à donner des coups de téléphone. Symétriquement, Prigojine a pu mesurer son absence de prise sur la société russe. C'est un mercenaire. Alors, je sais, comme vous le disiez tout à l'heure, les Occidentaux, maintenant, pendant brièvement, ont voulu voir en Prigojine... c'est très intéressant, un nouvel artisan de la démocratie. De la démocratie, mais, je veux dire, que les commentateurs occidentaux délirent et se saisissent de la moindre chose qui pourrait les conforter dans l'idée que la Russie est monstrueuse, pourquoi pas? On est habitué. Mais les Russes, eux, savent qui est Prigojine. En fait, ils savent ce qu'est leur pays, ils savent ce que représentent des mercenaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Prigojine, sans doute, a vu qu'il était seul. Mais moi, ce que je trouve, en fait, plus intéressant, c'est la façon dont tous les acteurs ont reculé devant la violence. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, des menaces d'affrontements armés violents. Il y a une armée russe, il y a des mercenaires... Qui aurait pu déboucher sur une guerre civile, voilà, c'est Poutine lui-même qui l'a dit, il faut éviter ça. Voilà, et en fait, l'issue qui a été trouvée, parce qu'il y avait d'autres priorités, a été une issue pacifique, où on dit que les insurgés ne seront pas punis. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, mais avec reconnaissance des services rendus à la cause russe dans la phase antérieure. Je pense que c'est comme toujours avec la Russie, comme les gens fonctionnent beaucoup avec des stéréotypes, je dirais, néo-staliniens ou néo-soviétiques en Occident, ils ont du mal à voir ce que le système de pouvoir russe a de nuancé et sa capacité de rationalité et de mesure et de refus de la montée aux extrêmes. Vous avez expliqué que Prigojine n'avait pas de prise dans la société russe. On aurait pu imaginer qu'il en est chez les élites russes, par exemple, qui ait une volonté d'en finir avec Vladimir Poutine finalement. Est-ce que le fait que ça n'a pas eu lieu montre aussi une stabilité à l'intérieur du système de Vladimir Poutine? Écoutez, depuis le début, alors d'abord, comme toute chose, il faut admettre un coefficient d'ignorance sur ce qui se passe vraiment en termes d'opinion, d'attitude, de constatation en Russie. On est mal informé. On est mal informé parce que le régime russe est un régime autoritaire et un régime en guerre. On est mal informé parce que les Occidentaux et les médias occidentaux ne font pas leur boulot et sont pris dans des a priori extraordinaires, etc. Mais donc il y a ce rêve, depuis le début quand même, à chaque étape, ce rêve d'un effondrement du régime Poutine, qui était à la base de toute la stratégie occidentale, a chaque fois été démenti, annihilé par les événements.
Mais est-ce que c'est quand même pas un événement, même s'il s'en sort très bien, même si Prigojine n'avait a priori pas le profil pour prendre le pouvoir, qui démontre que c'est assez fragile, au moins sur un plan, Emmanuel Todd, peut-être le plan militaire. Vous nous avez dit que l'armée russe s'améliore, effectivement, elle est dans une phase... J'ai d'abord dit qu'elle n'était pas prête au début de la guerre. Elle n'était pas prête au début de la guerre, quand même, elle n'a pas beaucoup avancé, et tout cela, cette guerre à l'intérieur de l'armée, parce que c'est ça dont il s'agit, montre une armée qui est quand même désorganisée, au fond. Non, toute la phase récente, et là c'est plutôt les Ukrainiens qui disent ça, ils disent que l'armée russe a changé. Mais là, il faut aussi, je vais dire un truc qui va paraître fou à l'antenne, la Russie, c'est pas l'Amérique latine. En termes culturels. Ça y ressemblait quand même hier, avec les coups d'État, les mercenaires. On aurait pu se croire c'est des mercenaires qui sont là parce qu'il y a une guerre qui est d'ordre international, etc. Bon, ça existe. Et l'idée d'une division, ça a été écrit par certains, même du monopole de la violence d'État, du monopole de la violence légitime d'État, etc. Tout ça existe. Mais l'Amérique latine, ou même la France du XIXe siècle, c'est des pays où l'armée fait des coups d'État. Mais la Russie, l'une des traditions de la Russie, y compris stalinienne, c'est, je vais surprendre tout le monde parce que les gens ne pensent pas en termes de ces catégories, c'est une tradition d'obéissance très forte de l'armée au pouvoir civil. Que ce pouvoir civil soit le Parti communiste, Staline, ou en l'occurrence le régime. C'est-à-dire, c'est pas, on pourrait dire le même genre de choses de l'Allemagne, en fait. C'est des cultures autoritaires où, paradoxalement, l'armée n'est pas un agent libre qui se promène, qui décide, etc. D'accord. J'aimerais qu'on dépasse peut-être là cet épisode Prigojine et que vous nous disiez ce que vous pensez finalement de cet 1 an et demi de guerre. Quel est aujourd'hui le bilan? Est-ce que c'était une guerre pour rien? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? L'Ukraine a quand même résisté mieux que prévu. On rappelle que c'est une guerre que la Russie devait gagner en quelques jours. Non, c'est une guerre qui est en cours. C'est ce qu'il faut accepter. C'est une guerre qui a commencé, qui a un début, février 2022. Donc maintenant, on est fin juin 2023. Et on est clair. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est clairement à un tournant. C'est-à-dire que il y a eu un espoir des Russes de faire tomber le régime de Kiev, certainement. Il y a eu une offensive russe qui a été plus loin que les forces militaires réelles de la Russie le permettaient, d'où les reflux et les contre-attaques ukrainiennes de l'automne, en fait, dans la région de Kherson ou de Kharkov. Et puis, il y a eu une stabilisation des fronts. Et puis, il y a eu une réorganisation de l'armée russe. Et puis, il y a eu l'installation de ce système défensif russe contre lequel, actuellement, au stade actuel, bute l'offensive ukrainienne. Ça, je dirais, c'est même pas le front principal pour le reste. Il y a eu l'autre pan de la guerre. Donc là, on est sur le front, la première surprise, qui a été les difficultés russes quand même. Et puis le redressement, la stabilisation. Et puis il y a le deuxième plan de la guerre, qu'on pourrait dire les difficultés occidentales. Et la surprise, non pas seulement au stade actuel de la très bonne résistance de l'économie russe, qui s'était préparée au déconnectage, la déconnexion plutôt, pardon, aux sanctions notamment. De SWIFT, aux sanctions, qui a trouvé dans la Chine d'abord, et puis dans un certain pragmatisme de l'Inde, d'autres partenaires du Sud global, des gens qui lui ont permis de poursuivre ou de rediriger ces échanges et exportations de matières premières. Et donc, on a une Russie qui survit et qui a repris son développement et dont les taux d'inflation, maintenant, sont inférieurs à ceux de l'Europe occidentale. Je pense que les catégories populaires françaises qui souffrent de l'inflation actuellement envieraient les taux d'inflation russes. Vous êtes vraiment sûr, Emmanuel Todd, que nous avons envie d'aller, vous et moi, d'aller vivre en Russie? Je veux dire, bon, les circonstances sont dramatiques. La guerre, c'est pas agréable. J'ai horreur de la guerre. Mais j'espère qu'on garde le droit de faire une plaisanterie de temps en temps. Bien sûr, la vraie surprise. C'est pas seulement une plaisanterie. Je voudrais terminer sur le bilan. Vous terminez, sur le fait qu'on est vraiment à un tournant. La chose vraiment problématique et qui... Alors, il faut bien voir qu'en France,
on est vraiment très très mal informé par nos médias. Je veux dire, vraiment, je ne cite personne, je le ferai plus tard, je ne sais pas, mais on est tout à fait désinformé. La presse américaine est quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus pluraliste encore. Et ce qui sort maintenant, ce qui est sorti ces derniers temps, j'ai vu quelques articles en France là-dessus quand même, c'est l'incapacité du système industriel et militaro-industriel occidental, et notamment américain, à fournir l'Ukraine en matériel, en obus, en missiles, etc., au moment même où l'économie russe, sans doute parce qu'elle a beaucoup plus d'ingénieurs en fait, se mettait en situation de produire des missiles. Parce que ça fait des mois qu'on nous annonce que les Russes n'arriveront plus à bombarder l'Ukraine. Mais ce qui se passe, c'est que c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui ne fonctionne plus. Et donc on est dans ce moment où les fronts sont stabilisés. L'Ukraine prétend reconquérir son territoire, mais l'Occident, avec les États-Unis au cœur, commence à se demander sérieusement si la reconstruction d'un appareil industriel ne va pas être nécessaire pour assurer la victoire de l'Ukraine. Pour simplement construire un appareil industriel, ça prend un petit moment. Ça prend du temps. On continue à en parler après une courte pause. Emmanuel Todd, on verra aussi si l'économie de guerre russe est aussi performante que vous le dites. Je ne voudrais pas... Je vous poserai la question. Il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je sais très bien que mon discours est très on reprendra tout à l'heure. On reprendra tout à l'heure. Mais on vous invite, pour vous laisser la parole, on en parle dans quelques minutes sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Emmanuel Todd pour parler de la guerre en Ukraine, de l'épisode rocambolesque de Prigojine. Avant la pause, Emmanuel Todd, vous expliquiez que vous étiez en décalage finalement avec l'opinion, si ce n'est publique, médiatique européenne, française, et que c'était difficile de vous exprimer sur... Oui, c'est-à-dire que ce sujet. L'une des choses bizarres pour moi, c'est que les gens me considèrent comme pro-russe parce que, de mon point de vue, j'essaie d'avoir une perception globale, équilibrée et qui tienne compte des motivations et des capacités de tous les acteurs. Comme ça. Et il se passe quelque chose de bizarre pour moi, parce qu'il y a des situations comme ça dans l'histoire où il y a tout un monde de la pensée, des intellectuels, de l'intelligentsia, haute ou basse, qui délirent dans une direction, et puis où quelques individus isolés font face, existent toujours par eux-mêmes, et ils commencent depuis que l'individu est isolé. Voilà, et donc depuis que vous, Alexandre Devecchio, m'avez permis de m'exprimer dans le Figaro, je me dis, je suis seul, je parle dans le Figaro. Et je me suis dit, j'ai commencé à faire une identification à Raymond Aron, ce qui est assez curieux pour moi. Et parce que Raymond Aron, à son époque, était confronté dans l'opium des intellectuels. L'opium des intellectuels, c'était le marxisme. Et donc, il était tout seul, quoique venant de la gauche à l'origine, à dire, mais non, écoutez, l'Union soviétique, c'est pas ça, et à présenter toujours une vision extrêmement balancée, avec l'idée fondamentale qu'il n'était pas possible que quelqu'un ait raison dans tous les compartiments du jeu. Alors, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'opium... Je ne dirais pas des intellectuels. Plutôt, si on pense à tous les journalistes qui sont sur les plateaux des diverses télés, je penserais plutôt en termes classiques de basse intelligentsia. Mais l'opium de la basse intelligentsia, c'est la russophobie, qui interdit de comprendre les motivations des acteurs. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, Emmanuel Todd, mais ça ne suppose chez moi aucune préférence. Oui, pas un peu de russophilie par hasard? Non, pas du tout. Je pense que ce qui me permet de comprendre mieux, de me mettre à la place, si on peut dire, allez, soyons modestes, de Vladimir Poutine, c'est ce que j'appellerais l'axiome de souveraineté. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde qui se veut post-national, donc européen ou otanien ou mondialisé, et où nos élites ne sont plus capables de se dire simplement « j'appartiens à mon pays, j'aime mon pays et je veux que mon pays reste souverain ». Moi, je suis comme ça, en fait. Je suis un Français archaïque. Quelque part, je suis de ma génération, et même dans ma génération, un peu archaïque. Et
pour comprendre le comportement, non pas simplement de Poutine, mais de la classe dirigeante russe, il faut savoir qu'ils ont en eux ce que j'appellerais un axiome de souveraineté. C'est-à-dire que le mot, d'ailleurs, souveraineté est très important. Il a été utilisé dans l'allocution de Poutine. L'idée que la Russie doit rester un pays souverain et avec tous les attributs économiques, militaires, de la souveraineté. Quitte à violer la souveraineté d'un autre pays ? Par exemple. Parce que là, il s'agit de ça. Si cet autre pays, exactement. Il s'agit de ça avec l'Ukraine. Et on peut comprendre que les Occidentaux, qui ne sont pas parfaits non plus, les peuples occidentaux notamment, soient choqués par cela. Et l'idée de Poutine, ce qu'il avait appelé une ligne rouge, dans son discours du 24 février, que j'ai relu récemment, c'est que la Russie n'accepterait jamais que l'Ukraine soit transformée en une anti-Russie et surtout comme une base avancée de l'OTAN avec des matériels offensifs, etc. Et si l'Ukraine, redéfinie indépendante, devient une menace pour la souveraineté russe, alors on peut concevoir d'entrer en guerre. Par contre, à mon avis, je ne pense pas que les Occidentaux, qui ne pensent plus en termes de souveraineté nationale, ça s'applique aux Français, mais je ne dirais pas que les Américains pensent en termes de souveraineté nationale. Je ne perçois pas les dirigeants américains comme des gens qui simplement aiment leur pays. C'est une mentalité impériale ou post-impériale en termes de puissance, mais qui est de sa vie. Et je ne crois surtout pas que ces gens s'intéressent vraiment à la notion de souveraineté ukrainienne. L'Ukraine est un instrument dans un jeu de puissance et dans une volonté de briser la souveraineté russe. Mais quand je dis tout ça, ça n'est ni bien ni mal. C'est de l'analyse historique. C'est quand je dis des choses comme ça que j'ai l'impression tout à fait étrange pour moi de communier avec Raymond Aron, dont il est mort, donc c'est vraiment absurde, et puis il m'aimait pas trop, en fait, à la fin de sa vie. Mais je suis sûr que je suis plus près de lui que des types qui parle aujourd'hui en Occident. D'accord. Eh bien, on ne pourra pas lui demander ce qu'il en pense, mais c'est noté. C'était amusant de vous entendre dire ça à l'antenne de Sud Radio. J'ai donc la responsabilité d'avoir créé un nouveau Raymond Aron. Si je vous entends bien. C'est pas le drame, c'était un ami de mon grand-père. Voilà, quand même. Mais reprenons la conversation sérieusement sur la guerre. Vous expliquez, vous, donc, qu'on est dans un jeu de puissance. En réalité, est-ce que c'est pas une thèse finalement proche de celle de Vladimir Poutine qui explique qu'il mène pas une guerre à l'Ukraine, mais qui mène à une guerre contre l'Occident? Est-ce qu'on est dans une nouvelle guerre froide, Emmanuel Todd? C'est pas une guerre froide, c'est une guerre chaude. Enfin, les matériaux russes et américains s'affrontent directement en Ukraine. Oui, mais de toute façon, si on relit, vous voyez, c'est toujours le truc. Est-ce qu'on accepte de lire les discours de Poutine? Est-ce qu'on accepte de lire les textes de Poutine? Et il est très clair, si vous regardez le discours d'entrée en guerre du 24 février, qu'il parle très peu de l'Ukraine. C'est un défi jeté à l'OTAN, et les Russes sont entrés en guerre, sont entrés en Ukraine, où ils ont rencontré des difficultés militaires qu'ils n'avaient nullement anticipées, parce que les Ukrainiens existent, ce qu'ils ont un peu de mal à croire, mais le défi était jeté à l'OTAN, aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, il se sentait assez fort, puisqu'il se trouvait en situation de supériorité technologique depuis 2018-2019 avec les missiles hypersoniques, et qu'il pensait que leur économie était prête à affronter les sanctions occidentales renouvelées. Vous voyez, c'est simplement... Et donc, depuis le début, la Russie affronte ce qu'ils appellent l'Occident collectif. C'est ça qu'on a du mal à voir, c'est que l'Ukraine est bizarrement, pour les Russes, n'est pas vraiment c'est le terrain principal de l'affrontement. Ce que vous racontez, qui est aussi apparaît assez décalé, mais très intéressant, c'est que justement, vous présentez la Russie finalement comme une puissance économique, sûre de sa force, et les États-Unis, et notamment l'Occident et notamment les États-Unis, plutôt comme une puissance en déclin. Est-ce que c'est vraiment, ça correspond à la réalité? Emmanuel Todd, je suis pas économiste, mais la plupart des économistes rappellent que le PIB de la Russie, c'est celui de l'Espagne. C'est-à-dire, j'avais fait un calcul au début de la guerre, les PIB de la Russie et de la Biélorussie combinés, c'est 3,3%
du PIB de l'Occident collectif. Donc le monde anglo-américain, l'Europe, le Japon, la Corée. Je n'ai pas inclus Taïwan car je ne veux pas de problème avec Pékin. Mais donc quand on regarde ça, on n'imagine pas une minute une Russie capable de rentrer en guerre contre les États-Unis. Mais si on va au niveau des productions de biens réels, si vous toute l'activité des avocats américains, des gens qui se font des procès dans tous les sens, de cette médecine américaine qui n'empêche pas ou qui provoque même des hausses de la mortalité, c'est du fictif. C'est comptable, c'est une somme de valeurs ajoutées, c'est des signes monétaires, mais ça n'a pas de réalité. Le PIB russe, quand il est calculé, renvoie plus à des choses matérielles. Au-delà des choses matérielles, ce qui est très important pour moi, c'est les populations actives et leurs compétences. Et donc si, mettons que dans une génération, les Russes sont plus de 2 fois moins nombreux que les Américains. 146 millions contre 330, j'ai pas les derniers chiffres de population. Mais si vous mettez 40% des jeunes qui font des études supérieures dans les deux pays, à la louche, et si vous voyez qu'en Russie, 23-24% des gens qui font des études supérieures, c'est des études d'ingénieurs, et que les études d'ingénieurs aux États-Unis, on est plutôt du côté de 7%, vous arrivez avec cette bizarrerie que la Russie, plus de 2 fois moins grosse, produit plus d'ingénieurs que les États-Unis qui doivent importer, je dirais, de la chair humaine scientifique qui vient, comme c'est commode et rassurant à long terme, de Chine et d'Inde. Et donc là, on entre dans une analyse plus réaliste des rapports de force. Mais je dirais que ce qui est encore plus important, quand on lit les textes russes, c'est de savoir que dans certains discours, Poutine parle de ça. Il a la notion de valeur fantôme. Les Russes, peut-être ça vient de leur de tradition marxiste, d'une vision de l'économie planifiée qui voit des quantités de choses produites plutôt que des signes monétaires. Mais les Russes savaient ça avant de rentrer en guerre. Et symétriquement, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, et particulièrement les stratèges néoconservateurs les plus agressifs et les plus violents, n'ont aucune idée de ces concepts. Et donc là, ils sont en train d'atterrir dans la réalité du monde physique de la guerre. Et donc, l'inquiétude monte. Donc on a ces rapports de la Rand Corporation et de toutes sortes d'autres officines américaines plus ou moins dépendantes du gouvernement, mais surtout de l'armée, et qui disent non mais attention, tel et tel type de missile on n'en a plus, les obus, etc. Les arsenaux occidentaux sont en train de se vider, il va falloir quelque chose, faudrait-il négocier ou ne pas négocier? C'est ça la question qui était posée au moment qui avait été bien vu par Pierre Lelouch, en fait. Dans une tribune au Figaro, oui, Pierre Lelouch explique que la rencontre de Blinken avec la Chine, c'est parce que les États-Unis, notamment parce que Biden va être bientôt en campagne présidentielle, souhaitent justement une issue pacifique et une forme de négociation. Est-ce que vous y croyez à cette... C'est-à-dire qu'alors, si on veut négociation et arrêt de la guerre, il faut regarder l'attitude des deux parties. Donc, que d'une certaine manière, les Américains aient un intérêt urgent à arrêter la guerre pour que leur faiblesse industrielle ne les mette pas à genoux dans cette guerre, oui, il y a un certain intérêt, mais qui se heurte à quelque chose d'irrationnel, qui est une sorte d'a priori de rêve de domination mondiale, les idéologues néoconservateurs. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus au stade actuel, c'est l'attitude des Russes. C'est que les Russes, de leur point de vue, ont réussi à faire face aux États-Unis d'une façon inespérée. Ils pourraient imaginer, je laisse de côté les inquiétudes nées de l'affaire Prigojine, qui sont très sérieuses. Et la réalité de la guerre, si les Ukrainiens font une offensive profitant du trouble pour embêter les Russes, les choses deviennent différentes. Mais si les choses se stabilisent, les Russes et les Chinois peuvent avoir l'impression qu'ils tiennent les Américains. C'est-à-dire qu'ils peuvent les mettre à genoux sur le plan industriel et que c'est maintenant et pas plus tard. Parce que s'ils attendent, les Occidentaux vont se remettre à produire. Refaire leur force. Et puis, par ailleurs,
du côté russe comme du côté chinois, il y a un horizon démographique à long terme qui n'est pas brillant du tout. C'est-à-dire qu'il y a des classes creuses à cause de la basse fécondité qui arrivent en Russie, en Chine, et leur potentiel va s'affaiblir. Donc, du point de vue des dirigeants russes, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte en 2023, mais qui se referme en 2028. Merci Emmanuel Todd. On continue la discussion après une courte pause sur Sud Radio. On continue à parler de cette guerre en Ukraine, de la Russie, de l'Occident, peut-être un peu de l'Europe. Où est-elle dans ce conflit? À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité avec Emmanuel. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité avec Emmanuel Todd. Nous parlons de la guerre en Ukraine après l'épisode Prigojine. Est-ce que la Russie est affaiblie? Emmanuel Todd nous répond plutôt que non, que c'est un épisode dans un conflit beaucoup plus vaste où finalement la Russie fait preuve d'une assez grande stabilité et a su mettre en place une économie de guerre alors que l'Occident, nous disait-il avant la pause, avait du mal à produire finalement des armes. Il y a d'autres acteurs dans cette guerre, hein, puisqu'on a parlé, quand on dit Occident, on parle surtout des États-Unis et de la Russie. Il y a deux autres acteurs qui sont la Chine, qui sont peut-être la puissance dominante de demain, et puis l'Europe. Que font-ils finalement dans cette guerre? Quelle partition la Chine joue-t-elle et quelle partition joue l'Europe si elle joue une partition? La Chine, elle joue une partition qui est beaucoup plus contrainte qu'on imagine. Parce que depuis le début de cette guerre, il y a des spéculations sur le fait que les Chinois ne veulent pas complètement s'engager, hésitent, désapprouvent Poutine pour certaines choses. Mais pour moi, c'est totalement spéculatif. Je n'ai aucune donnée secrète sur ce qui se passe dans la tête de Xi, etc. Mais il y a un postulat de naïveté des Chinois. C'est-à-dire l'idée que les Chinois ne sauraient pas qu'ils sont pour les États-Unis, dans le cas où ils arriveraient à battre la Russie, les suivants sur la liste. Donc en fait, les Chinois n'ont pas d'autre choix que de soutenir la Russie. Et donc il n'y a pas tellement d'incertitude de ce côté-là. Je voudrais revenir sur cette faiblesse démographique russe dont on ne tient pas compte. Oui, parce que vous ne dites pas seulement effectivement que la Russie est une puissance. Et ça va m'amener à parler de l'Europe. Qu'elle a des faiblesses également, effectivement. C'est fondamental. C'est-à-dire, la Russie est tombée, et depuis un bon moment, à des niveaux de fécondité qui n'assurent pas la reproduction de la population. Ça s'est un peu rétabli, puis là, c'est retombé à 1,5. C'est comme l'Allemagne, ce qui suggère d'ailleurs que finalement, dans un certain sens, la Russie est un pays occidental comme un autre, dans sa difficulté à se reproduire. Mais il y a des classes creuses qui arrivent, et toute la stratégie de la Russie doit être vu à partir d'une conscience de l'homme rare. C'est-à-dire homme rare, donc ça veut dire qu'il faut minimiser les pertes sur le plan militaire. Ça explique le recours à Wagner, ça explique le refus de tout mobiliser, ça explique le refus a priori de toute guerre de type stalinien où on tue beaucoup de gens. Mais pour le futur, ce qui est important de comprendre, c'est que les Russes sont très, très conscients du fait que, même si ils ont des capacités de production d'armement au stade actuel probablement supérieures à celles des Occidentaux, sur le plan démographique, la Russie, c'est tout petit par rapport au camp occidental. C'est-à-dire l'Europe, c'est beaucoup plus de centaines de millions de personnes que la Russie, et ils ne sont que 146 millions. Et ça, c'est un facteur qu'il faut faire entrer en ligne de compte quand on pense aux spéculations actuelles, je veux dire, d'escalade des Occidentaux, qui envisagent ou qui font dire par certains qu'un engagement de certains conventionnels, de certains pays d'Europe, comme la Pologne par exemple, contre les Russes, directement en Ukraine, sans couverture de l'OTAN, serait quelque chose d'envisageable. Il faut bien voir que pour les Russes, c'est tout à fait autre chose, et ils ne partent pas du tout du principe
qu'ils peuvent faire face à ça, pour des raisons démographiques. Et c'est pour ça que très tôt après l'effondrement de l'Union soviétique, après la dissolution du pacte de Varsovie, après prise de conscience du fait qu'ils étaient devenus très inférieurs, les Russes, en termes d'armement conventionnel, ils ont changé leur doctrine militaire et ils ont admis, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque soviétique, la possibilité de faire, si l'État russe, la nation russe était menacée, des frappes nucléaires tactiques. On entend beaucoup parler d'armements nucléaires tactiques. Des armements nucléaires tactiques ont été installés en Biélorussie récemment. Alors vous croyez qu'il y a une escalade possible vers un conflit nucléaire? C'est ce que vous nous dites. Je dirais que ça... En plus de la Troisième Guerre mondiale. Non, je dis que ça... Je dis qu'il faut bien comprendre, encore une fois, il faut lire les doctrines et les textes russes et il ne faut pas avancer en s'imaginant, en laissant de côté les choses sans réfléchir. En fait, les Russes redoutent une entrée autonome de la Pologne dans la guerre, à laquelle ils ne pourraient faire face, ou peut-être, c'est pas certain, c'est à envisager, que par des frappes nucléaires tactiques. Et c'est pour ça que... Mais la décision, si armes nucléaires tactiques utilisées il faut bien comprendre que la décision implicite, ça sera celle des Occidentaux. Les Russes ont averti. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans le vague. Dans les choses nucléaires, l'important est de connaître les doctrines des uns et des autres. Mon inquiétude actuelle, je vous le dis franchement, en tant que citoyen français, c'est que Emmanuel Macron ne connaisse pas la doctrine militaire russe. Je lance un appel pour que son entourage immédiat s'assure qu'il est au courant de ce que sont les conceptions russes en matière d'utilisation des armes nucléaires tactiques, dans l'éventualité d'empêcher une escalade conventionnelle engageant des pays européens comme la Pologne. Qu'est-ce qu'on doit faire alors dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter parce que Vladimir Poutine est capable d'utiliser des armes tactiques nucléaires? Moi, je ne suis pas là, je ne suis qu'un historien qui observe passivement ce qui se passe. On fait de l'éclairage, on dit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il n'y a pas une part de bluff, franchement, sur le nucléaire? Écoutez, je vais vous dire, avec les Russes ont une particularité. Les Américains bluffent, ce sont des gens de poker. L'Empire américain, pour moi, c'est un système mondial qui bluffe avec une paire de deux. Sur le plan, les Russes sont des joueurs d'échecs. Ils fonctionnent dans un univers de certitude, etc. Et les Russes, en général, font ce qu'ils annoncent. Ce qu'ils annoncent peut être horrible. Leur marque de fabrique, si on peut dire, dans le domaine de la diplomatie internationale, c'est leur fiabilité. Ils sont un soutien de l'abominable régime de Bachar el-Assad. Et au moment où tout le monde lâche Bachar el-Assad, ils soutiennent Bachar el-Assad. Vous savez, il y a des moments... Je vais encore refaire une plaisanterie horrible, si vous m'autorisez. Vous êtes autorisé. Les Russes, en termes diplomatiques, c'est le contrat de confiance d'Arty. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Et donc, si les Russes disent on met des armes nucléaires tactiques, parce que dans notre doctrine militaire, il y a l'idée que pour la défense de la souveraineté russe, comme on n'est pas assez nombreux, comme l'adversaire est immensément plus nombreux, c'est la seule façon de défendre la souveraineté de l'État et du peuple et de la nation russe, ça me paraît très imprudent d'imaginer que confronter... je le dis, je suis en train de faire amende honorable pour une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas pris au sérieux les menaces de Poutine à propos de l'Ukraine, à la veille de la guerre. Je ne pensais pas que la Russie oserait attaquer l'Ukraine, ayant dit à l'avance que la ligne rouge, ça serait l'intégration de facto de l'Ukraine dans l'OTAN. La Russie l'a fait. Donc je conseille vivement à tous nos stratèges en chambre de prendre au sérieux, mais je le dis parce que j'aime la paix, pas, vous voyez, je veux dire, c'est avec une vraie inquiétude, pas... Est-ce que on n'a pas parlé de l'Europe du coup, enfin un peu indirectement, puisque vous expliquez que Emmanuel Macron doit tenir compte de la doctrine nucléaire russe, mais justement l'Europe dans tout ça. L'Europe, en tant qu'acteur, elle n'existe plus. C'est même le grand mystère. C'est l'un des mystères de cette guerre. C'est l'Europe. C'était
pas le couple, mais l'union libre franco-allemande, si on peut dire, avec les Italiens, la vieille Europe, la zone euro. Et puis, ce qu'a montré cette guerre, c'est que tout ça, cette Europe-là était prête à s'abandonner. Et l'axe fondamental en Europe de pouvoir, c'est l'axe Londres, Varsovie, Kiev, avec pilotage américain. Donc, il n'y a pas d'Europe, il y a des États en Europe. C'est-à-dire, il y a Macron qui parle. Il y a les Allemands qui se sont couchés d'une façon totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'ils ont accepté qu'on leur fasse péter leur gazoduc, qu'ils rentrent dans la guerre, qu'ils ont fini par accepter d'envoyer des chars. Il y a des Anglais qui sont d'autant plus excités, qui sont complètement impuissants et qui n'ont plus d'armée en vérité. Donc, est-ce qu'ils se débarrassent de leurs derniers équipements militaires en les envoyant aux Ukrainiens? Il y a les Polonais dont on ne sait pas s'ils ont vraiment envie de revenir aux traditions pluriséculaires d'affrontement avec la Russie. Il y a les Danois et les Norvégiens qui sont des annexes du système anglo-américain. Selon Seymour Hersh, ont participé à l'explosion du gazoduc de Nord Stream. Et puis les deux pays fournissent en alternance, je crois, des secrétaires généraux à l'OTAN. Et le Danemark est intégré au système de renseignement anglo-américain. Il y a la Suède qui devient belliciste et militariste. Je crois qu'on a compris l'idée. Il n'y a plus d'Europe, d'une Europe qui n'était pas unie, qui ne parlait pas d'une même voix et qui surtout était assez impuissante. On va s'arrêter là, Emmanuel Todd. On a pu dire beaucoup de choses, je crois, aujourd'hui. J'étais ravi de vous recevoir dans cette émission. Je laisse les auditeurs avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.